bienvenue pour ce nouveau talk de Maisons et Objets qui s'appelle donc Women and Design. Enfin, c'est un talk Women and Design du studio à la galerie Voix de Femmes, territoire de création, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Bonnel. Bonjour Laurence. Laurence, tu es artiste, alors moi je dis sculptrice, mais tu dis sculpteur. Bon. Galeriste et fondatrice de la galerie Scène Ouverte. J'accueille également Adeline Catelin. Bonjour. Adeline, tu es la fondatrice du studio Momo. Et Jenna Barbero, bien prononcé. Jenna, tu es responsable des résidences et des talks de Studio Momo. Conférence, vous avez le droit de prendre vos micros. Voilà, je le disais, ce talk il s'inscrit donc dans le cadre de Women and Design by Maisons et Objets. Je rappelle que c'est donc une communauté qui s'intéresse à la façon dont les femmes s'emparent de la création, du design. Alors on est même au-delà du design, puisqu'avec toi, Laurence, on va parler art. Voilà, et c'est justement l'objet de cette table ronde, c'est de mixer le design, l'artisanat et la création artistique. Pour commencer, je vais vous laisser la parole aux unes et aux autres avec cette première partie, femmes dirigeantes et créatrices. Avant de voir de quelle façon vous travaillez avec des femmes, pas que d'ailleurs, hein, mais là c'est quand même l'objet de notre rencontre. Un petit parcours ou un petit rappel de vos parcours respectifs. Je commence avec toi, Laurence. Oui, alors donc moi je suis sculpteur depuis plus de 20 ans. Je fais des sculptures en bronze, en bois, en résine, en marbre. Que l'on aperçoit derrière nous. Voilà. Et je fais des installations, alors par exemple comme celle de droite à Singapour, je suis dans des collections privées ou des lieux publics aux US, en Europe, en Asie donc et au Moyen-Orient. J'ai fondé la galerie Scène Ouverte il y a 9 ans, oui. Et je la dirige aujourd'hui avec mon associé Zoé Vessia qui est là depuis 7 ans. D'accord. Nous défendons 24 artistes. Ouais. Plus 8 Young Scène Ouverte dont on parlera tout à l'heure, je crois. Exactement. Et on présente ces artistes dans des expositions à la galerie, mais aussi sur des salons internationaux régulièrement. Alors, tu as toi-même exposé au Grand Palais, je crois. Il y a quelques années, oui. On peut le dire. 2006, me semble-t-il. J'ai un problème avec les dates, je ne sais 2006, pas. je confirme. Voilà, et pas que, hein, d'ailleurs, mais ça mérite quand même d'être souligné. Effectivement, on va revenir sur la façon dont tu travailles, alors avec des femmes et encore pas seulement, voilà, sur la façon dont tout ça s'opère, dont le choix s'opère également. Je mets un peu petit teasing pour tout à l'heure. Je passe à Adeline. Adeline, donc toi, tu es la fondatrice, je le disais, du studio Momo. Oui. Quelques mots sur ton parcours avant d'arriver à la création de studio. Je suis diplômée de l'école Duperré en design de mode. Oui. Pardon, je suis diplômée de Duperré en design de mode et j'ai travaillé pendant 16 ans en tant que styliste et directrice artistique pour différentes marques. Et je pense que ça m'a encouragée à défendre certaines valeurs autour de la création au sein du studio, puisque je travaillais déjà en immersion avec les tricoteurs, les tisseurs, les ateliers de confection. Et donc, l'idée d'être vraiment in situ et de réfléchir à la création ensemble m'a beaucoup stimulée pour moi à avancer dans mes créations autour du vêtement. Et donc, j'ai comme beaucoup de citadins, quitté Paris il y a 4 ans pour m'installer dans la Drôme provençale, dans un petit village qui s'appelle Dieu-le-Fit, que certains connaissent peut-être parce qu'il est reconnu pour ses poteries notamment. Et il y a quelques décennies, il y avait plusieurs manufactures de faïence. Et j'ai eu envie de m'inscrire dans cet écosystème-là en créant le Studio Momo, qui est un laboratoire de création entre la matière et l'objet, qui s'adresse à la fois aux designers, aux artistes, aux architectes d'intérieur,
Et voilà, je ne sais pas si je continue un peu plus à développer ou si je m'arrête là. Mais arrête-toi là pour le moment. Je m'arrête là. On va pas tout expliquer tout de suite. Momo, il y a une signification? Tout à fait. J'avais envie d'un mot qui est un peu une petite gimmick qui fait clin d'œil au M qui veut dire matière, comme je l'expliquais tout à l'heure, et O qui évoque l'objet, plus dans le sens objet lié au design, l'objet fonctionnel en tout cas. Et puis il y avait cet effet miroir de l'artisan, puisque le studio représente un certain nombre d'ateliers d'artisanat, et à côté le designer, l'artiste. Et ces 4 lettres évoquent aussi le travail à 4 mains, le fait que vraiment le studio est dans cette démarche du faire ensemble et de travailler ensemble, artisans, artistes, designers, inclure les particuliers dans leurs projets également. Très bien. Jenna, toi, tu occupes la fonction donc, de responsable, notamment du programme de résidence. Oui, c'est ça. J'ai rejoint le projet de Studio Momo c'est assez récent finalement, c'était il y a quelques mois. Et j'ai un parcours institutionnel qui est plus ancré sur l'art contemporain au départ, sur les arts visuels. J'ai travaillé pendant pas mal d'années pour des galeries, des musées, des fondations, et notamment la fondation Tali, où j'organisais en fait toute la programmation de la fondation, qui était par essence déjà une institution qui faisait dialoguer les arts visuels, le design et l'artisanat. La fondation a fermé ses portes il y a quelques temps. Et alors pour la petite anecdote, on s'est rencontrés avec Adeline de manière assez fortuite dans le cadre de mes précédentes missions. En fait, Adeline nous a contactés via la fondation pour qu'on puisse se rencontrer, faire connaissance, via un mail d'abord, et puis elle explique son projet qui est ancré dans la Drôme. Il se trouve que j'ai grandi dans la Drôme, j'y ai fait toute ma scolarité, j'ai un ancrage familial qui est encore très présent. Il faut savoir qu'à 18 ans, je pars de la Drôme parce qu'il n'y a rien qui se passe en termes d'art, et que lorsque je découvre ce projet porté par Adeline, je me dis c'est incroyable. En fait, il y a enfin des initiatives qui sont en train de se développer en Drôme provençale pour essayer de faire dialoguer les pratiques, pour essayer de les décloisonner et pour essayer de porter la voix un petit peu des savoir-faire pour ne pas qu'ils s'oublient, pour les pérenniser finalement. On revient dans une dynamique de territoire, ça c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît beaucoup. Et donc je quitte la Fondation Tali il y a quelques mois. Je rejoins le projet avec Adeline en lui proposant du coup de développer tout le pôle résidence. Et notre première collaboration, elle se concrétise en janvier avec une exposition qui dure 2 mois à Paris en partenariat avec la revue Formae, qui nous accueille dans leur espace, boulevard de la Villette. Et là, on a la chance de présenter près d'une trentaine de designers et d'artisans qui ont travaillé ensemble, qui font dialoguer les pratiques. Et donc, on y reviendra de manière un peu plus détaillée, mais pour nous, c'était très important d'avoir cette vitrine à Paris qui visibilisait aussi tous les projets qu'on avait menés à Diolfi quelques mois auparavant. C'est l'image qu'on a sur notre droite. Voilà, oui, exactement. Au milieu, ce qu'on aperçoit, c'est la résidence, mais on va également revenir ensemble sur ce projet. On va aller un peu plus avant dans la façon dont vous travaillez effectivement les unes et les autres avec ces artistes, ces designeuses, ces artisanes. Alors on avait tout un débat sur est-ce qu'on doit dire designer ou designeuse quand on parle des femmes. Parti sur designer. Je vais peut-être dire designeuse. Enfin bon, on va voilà. Des femmes designers. Je reste avec vous, le studio. Là, ce qu'on aperçoit, ce sont les différents duos d'artisanes et de designeuses. Exactement, oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est... la concrétisation, c'est une collection de mobilier, de luminaires. Oui. Et pas que d'ailleurs, et d'objets, on va dire. Mais avant, il y a des rencontres. Exactement. Donc le studio, je l'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans et demi, je dirais, enfin un peu plus de 2 ans. Et la première étape, c'était de se constituer mes partenaires, mes ateliers. Donc j'ai constitué un écosystème vivant d'ateliers d'artisans,
d'artistes qui regroupe une vingtaine de créateurs qui travaillent le bois, le tournage, l'ébénisterie en siège, l'ébénisterie, le verre, la pierre, le métal, le bronze, la vannerie, les ambiances olfactives. Donc j'ai la chance d'être sur un territoire très riche de pratiques et de talents. Et quand j'ai commencé à constituer, à aller à la rencontre de ces ateliers, j'ai constaté de manière très ravie de voir qu'il y avait beaucoup d'ateliers représentés par des femmes. Des jeunes femmes d'ailleurs, puisque le collectif, si je les résume comme ça, c'est je dirais entre 30 et 35 ans, énormément de femmes. Et donc j'ai eu envie, à travers ce projet de résidence et ce projet qu'on va expliquer tout à l'heure, de témoigner, de rendre hommage aussi à ce qui était mon territoire, donc des artisans représentés par des femmes qui étaient sur des pratiques pas forcément d'ailleurs valorisées pour leur approche, je pense au verre, je pense au bois. Et donc ça m'a donné envie de lancer cette résidence en invitant, parce que j'ai quand même cette idée de créer la rencontre, c'est un peu le fil rouge de chacun des projets, d'inviter 5 designeuses, du coup, à venir en immersion chez nous, dans la Drôme, pour travailler à 4 mains, voire à 6 mains, avec les ateliers de Diolfi et ses alentours. Et donc, ce sont les binômes qui ont œuvré, qu'on aperçoit, qui ont travaillé pendant 6 mois à l'élaboration de cette première collection. 5 femmes designers et 7 artisanes. Exactement, il y a quelques électrons libres, notamment Margot Gradiani, qui est une artiste textile qui est basée dans la Drôme et que j'avais envie d'intégrer aussi à ce projet, et Maëlys Richard, qui est créatrice d'ambiance olfactive aussi, qui est aussi de la Drôme. C'est en discutant avec des designers ou designeuses que l'idée est venue, c'est ça? C'est ça. Avec Pia, exactement, avec Pia Chevalier. Quand j'ai commencé un peu à gamberger, savoir quel cadre je donnais au studio, j'ai échangé avec parce que je viens pas du design initialement, enfin, en tout cas de la mode, et donc Pia disait en fait, en tant que designer et jeune designer, moi j'aimerais bien sortir de ma pratique de la céramique et du métal, mais je sais pas le temps de chercher, je sais pas où aller chercher les ateliers. Et ça a commencé un peu à gamberger. Léa Bigot aussi, qui est basée à Marseille et sculptrice céramiste, me disait un peu la même chose, et elle est déjà venue d'ailleurs faire il y a 2 ans, elle avait fait un projet avec nous, ce qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de créer cette rencontre à une plus grande échelle avec cette résidence. Donc vraiment, c'est mis en place cette communauté entre artisans et designers. Exactement, en fait. Et je fais un clin d'œil sur les 5 invités. Il y a 2 artistes qui viennent de s'installer à Diolfi, donc le format a visiblement plu. Visiblement, ça fonctionne. Exactement. Très bien. Donc janvier 2024, le démarrage du projet de la résidence. Jenna, tu n'étais pas encore... Non, moi je l'ai rejoint après. On échangeait déjà. On échangeait régulièrement. On était en contact pour partager un petit peu des idées, des façons d'avancer. D'accord. Je l'ai rejoint véritablement il y a quelques mois. Ok. Le travail s'est fait comme ça de mois en mois. Exactement. Oui. L'idée c'était pas de faire une résidence compacte, mais plutôt de se laisser temps aussi de la réflexion. Donc les binômes se sont constitués. Il y a eu déjà cette première rencontre où les artistes designers invités sont venus dans les ateliers, ce qui a été à chaque fois assez magique, parce que les artisans souvent ont peu l'occasion de recevoir d'autres créatifs chez eux. Et puis d'un coup, il y a eu un langage commun autour de la création, autour du projet, et c'était assez chouette de voir que les personnes s'apprivoisaient, commençaient à échanger, confronter les idées, et que la création, petit à petit, commençait à évoluer, à prendre forme, et on est allé un peu plus loin. Donc il y a eu le travail en binôme, puis une session, un workshop avec ces 12 créatrices qui étaient regroupées dans cette résidence. Pendant 2 jours, on s'est retrouvés les 12 créatrices à échanger, partager, pour que aussi les unes et les autres aient conscience des créations autour, puisque les pièces, le but c'était qu'elles constituent une sorte de collection et qu'elles puissent aussi se répondre et en tout cas cohabiter. Est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait 12 femmes, pas d'hommes? Je ne voudrais pas que la question passe pour un truc sexiste, mais... Alors l'idée, c'était vraiment, comme je disais, pas du tout dans pas fermé aux hommes. Hein. Comment? C'était pas fermé aux hommes. Non, pas du tout, du tout. Non, je pense que vraiment le démarrage, c'est ce que je disais, c'était de me rendre compte qu'en fait, il y avait surtout des femmes dans les ateliers et que c'était juste un constat du territoire. Et donc, je trouvais ça chouette d'aller
jusqu'au bout en invitant que des designers, que des femmes aussi à venir travailler chez nous, quoi. Mais je ne sais pas si ça change quelque chose dans l'approche créative d'inclure des hommes. Je le fais par ailleurs pour d'autres projets. Mais, Bien sûr. mais en tout cas, il y a eu une union, une bienveillance dans les échanges et des confrontations d'idées hyper constructives. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ça permettait aux unes et aux autres de comprendre aussi la carrière. Enfin, elles ont toutes le même âge, plus ou moins, les artistes, donc ça permettait aussi d'échanger. Elles se connaissaient de loin, mais du coup, ça crée un moment où on se rencontre, on échange un peu plus que juste dans l'atelier à créer. Il y avait vraiment un peu tous les temps à côté qui étaient tout aussi importants au final dans cette expérience-là. Il y a eu plusieurs temps de Oui. workshop et de résidence. Exactement, ouais. On a vraiment échelonné de janvier 2024 à juin. Donc ça s'est étalé sur 6 mois. Réalisation des pièces entre avril et juin, hein, c'est ça. Et puis le point d'orgue, c'est la présentation. Oui. À la Design Parade dans un premier temps. Ouais. On a eu l'opportunité de présenter à la Design Parade Off en juin 2024. Une première partie des pièces. Il faut savoir que 3 semaines avant, aucune pièce n'était sortie, donc c'était un peu chaud de s'engager, mais l'équipe a réussi à aboutir les projets pour pouvoir exposer. Puis ensuite, le vrai lancement de la collection était l'année dernière à la Factory Paris Design Week avec l'ensemble de la collection. Et l'accueil ? Eh bien, l'accueil était très, très positif. On a eu plein de super retours. Beaucoup d'intérêt sur le fait que ce soit un travail issu d'un collectif, puisqu'on sent que chaque pièce, elles viennent de différentes personnes, différentes esthétiques, mais que les pièces se répondent. On avait donc aussi travaillé une ambiance olfactive, un parfum signature, et ça a beaucoup interpellé d'ailleurs les visiteurs qui sentaient les plateaux en bois des tables, qui sentaient les tissus, se demandaient un peu ce qui se passait. Donc d'essayer de créer cette immersion et puis de ce rapport à toucher les pièces, quoi, et à les inviter à vivre cette expérience avec nous. Est-ce que pour autant, j'entends qu'il n'y ait pas forcément je posais la question sur qu'est-ce que ça fait 12 femmes dans un collectif. Est-ce qu'il y a une approche qui serait différente parce que ce sont des artisanes et des designeuses ? J'ai du mal à répondre piège. À cette question. Ouais. C'est un peu un piège. On peut parler aussi de la confiance. En fait, souvent, en tant que créatrice, finalement, on s'est rendu compte que les femmes créatrices avaient peu confiance en elles pour développer leur pratique, pour gagner en légitimité, pour lancer leur atelier, leur studio. C'est beaucoup de choses à gérer de front. Et que le rôle du studio, de Studio Momo, c'est aussi du coup de les accompagner, de créer le dialogue, de créer aussi un cadre de confiance. Adeline tout à l'heure parlait de bienveillance, et je pense que les pièces aussi qui ressortent de cette première résidence traduisent aussi l'histoire du territoire et l'histoire aussi de ces premières rencontres qui se sont nouées, parce que c'était des artistes, artisanes qui ne se connaissaient pas avant. Elles travaillent ensemble pour la première fois et le lien se fait à partir de la matière. Tout part vraiment, le point de départ, c'est réellement la matière, les contraintes techniques, de voir comment est-ce que chacune, avec sa casquette de designer, designeuse, d'artiste et d'artisane, elles arrivent à nouer un dialogue et un langage commun. Ce qui était intéressant, je rebondis du coup, c'est d'un coup, comme je disais, il y a un langage commun, ça décloisonne un peu les casquettes et les statuts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un designer qui pourrait donner l'impression d'être un peu dans une hiérarchie un peu au-dessus, donneur d'heures et prescripteur, et puis l'exécutant. En fait, ça a complètement décloisonné et on était vraiment dans un partage d'idées, confrontation aussi d'expérimentation, puisque chacune pratique une matière. On a pu créer la rencontre entre la céramique et le bois, la vannerie, la céramique. On a fait, pierre et vannerie, par exemple, aussi. Et donc, d'un coup, il y avait vraiment cette transversalité aussi entre les personnalités. Pauline Esparon, que j'avais rencontrée pour cette première collection, disait qu'il y avait beaucoup de bienveillance, d'envie de travailler ensemble, de la confiance et de la douceur. Je crois, oui. Pauline a l'habitude de travailler de façon assez solitaire. Ouais. Et elle a pris plaisir justement à se retrouver dans le collectif, à développer son projet de manière un peu différente, parce qu'elle est vraiment dans la conception,
souvent des réflexions avec des temps longs. Puis là, on avait quand même une échéance qui l'a un peu chahuté aussi dans sa réflexion. Et elle a émis le souhait de refaire ce type d'expérience parce que d'un coup, je pense que toutes, en fait, ça les a sorties de leur quotidien. Tant les artisans qui sont, je pense à la Vanière, Victorine, qui a développé une table avec Pia Chevalier. À la base, Victorine, elle travaille plutôt des petits formats, beaucoup de paniers. Puis d'un coup, elle s'est retrouvée à travailler une énorme table. Donc elle-même a dû un peu réinventer, trouver d'autres techniques, adapter son matériau. Et chacune, dans sa pratique, a dû un peu se renouveler. Donc ça a aussi donné l'occasion à certaines de travailler des plus grandes échelles, d'apprendre des techniques différentes. Donc ça les a toutes beaucoup nourries, je pense, un peu une petite parenthèse un peu enchantée dans la suite de leur projet, quoi. J'imagine. Bienveillance, confiance, douceur, Laurence, dans le monde de l'art, ce sont des mots qui résonnent Non, le monde de l'art est un petit peu plus dur, je crois. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que toi aussi, tu as connu ce monde de l'art qui est un petit peu plus, je dirais, fermé, un peu en Moi, j'ai jamais microcosme. entendu le mot bienveillance dans le milieu de l'art contemporain. Non. C'est plutôt dans l'artisanat et le design que je découvre ça. Ouais. Comment le choix, comment tu effectues le choix des artistes avec lesquels tu vas décider de travailler, que la galerie à scène ouverte va représenter? Quels sont les critères? Alors, les critères sont d'abord très intuitifs. Ouais. La qualité du travail, ce que le travail va apporter dans l'histoire des arts décoratifs, le savoir-faire aussi, qui doit être très, très élevé. Et puis, on décide avec mon associé Zoé. Et après, le dernier point, quand on rencontre les créateurs, c'est qu'on s'entende vraiment bien avec eux. Il faut qu'il y ait un élan qui soit le même, qu'on puisse avancer ensemble. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a une question d'humanité avant. Une question d'humanité qui est ouais, essentielle, parce que chacun donne énormément d'énergie des deux côtés. Ouais. Et donc, il faut que l'énergie soit la même et que chacun puisse se comprendre et qu'on travaille en confiance aussi. Oui, effectivement. Est-ce que le fait d'être toi-même artiste, sculpteur, donc, aide justement dans ce dialogue avec les artistes? Est-ce que c'est... Ouais, je pense que je peux aller beaucoup plus loin dans la manière de leur parler, Ouais. parce que je sais quelles sont les limites, je sais ce qu'ils peuvent entendre et comment leur dire aussi probablement. Et comment faire évoluer leur travail aussi pour aller... Parce que souvent, je vois quelque chose que peut-être eux n'ont pas pressenti et j'ai envie qu'ils aillent toucher ça du doigt. Et donc, comment les amener à ça? Ça signifie qu'il y a effectivement presque une approche, est-ce que je peux dire maternelle ou je vais trop loin? Non, je pense qu'il y a un peu une approche un peu maternelle. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Il y a là aussi, et c'est ce qui est intéressant dans le dialogue entre vous trois, c'est cette même notion, effectivement, un peu communautaire, quoi. Et de soins, j'ai l'impression. Je pense que le côté maternel, je serais presque réfractaire non, mais dans le sens de parler de l'entrepreneuriat féminin en associant ça à une forme un côté maternel. Je parlerais plutôt de soins, de qualité plutôt, d'empathie, de communication aussi, d'essayer d'être dans la communication, dans la transparence de la communication. Et de les accompagner, ces créateurs, un petit peu sur le long cours. Et ça fait partie d'une démarche de soins qu'on a tendance à perdre. Et donc, ça participe à réinjecter du sens, je trouve, aussi dans le milieu artistique. C'est bien, il ne faut pas hésiter à me reprendre quand je dis des mots qui ne sont pas les bons. On rebondit. Exactement. Comment se fait la rencontre avec un artiste une fois elle a été identifiée? La galerie, il faut peut-être repréciser ce que présente d'abord le type de, le travail que présente la galerie. Alors c'est très large, c'est Ouais. ce qu'on appelle nous du mobilier d'art. Ouais. Beaucoup de céramique, beaucoup de mobilier en céramique aussi. Donc c'est assez large. En plus, ils viennent d'horizons très différents. On a des gens qui viennent des États-Unis, même d'Australie, pas mal en Europe aussi. Donc la rencontre se fait soit à la galerie, soit dans les ateliers, soit aussi grâce à Zoom, où on peut se rencontrer, se parler plusieurs fois et pouvoir s'engager ensemble sur une construction d'une aventure.
Et les artistes ont déjà leurs pièces, ou c'est le fruit justement du travail, du dialogue qui fait naître les pièces qui seront présentées? Les deux. En général, on veut qu'ils aient quand même un travail qui soit déjà existant. Ouais. Et après, on évolue ensemble sur la suite de la collection. Mais au départ, c'est mieux qu'il y ait des pièces qui soient existantes pour pouvoir évaluer le savoir-faire, le niveau d'excellence des pièces qui sont réalisées. On a vu là tout à l'heure, avec l'exemple du studio, cette collaboration entre artisans ou artisanes et designers. Comment ça se passe du côté de la galerie? Il y a aussi ce dialogue fort. Alors on a certains font tout eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment le dialogue entre nous, la galerie, et eux. Et puis il y en a d'autres qui dessinent et qui font réaliser. On peut leur apporter le fait de leur présenter des artisans. Ou alors ils travaillent déjà avec les leurs et il peut s'engager à un dialogue aussi pour que nous, on essaie de faire évoluer les choses pour toujours faire monter le niveau en fait. Et le fait de... Il y a quoi, une petite trentaine d'artistes aujourd'hui au sein de la galerie. Est-ce qu'il existe des ponts qui se font entre artistes ou des rencontres même qui sont provoquées peut-être Alors on organise au moins 2 fois par an des fêtes où on les fait tous se rencontrer. C'est un très bon moyen de se rencontrer. Voilà, c'est un bon moyen de se rencontrer. Donc on fait toujours au printemps et en fin d'année ou en début d'année. Et puis on les encourage parfois à faire des expos en commun, comme en ce moment, Rino Claessens et Adélie Ducasse ont une exposition et ils ont travaillé toute l'exposition ensemble. Autour de la céramique. Ils ont tout créé, ils n'ont pas créé ensemble, mais ils ont vraiment travaillé chacun de leur côté en se parlant régulièrement pour pouvoir avoir une exposition très cohérente autour de la céramique en module. Et puis parfois aussi, ils créent des pièces ensemble. Par exemple, Kostia qui est ébéniste, notamment, avait créé une pièce avec Célia Bertrand, qui est céramiste. Voilà. Il y a des ponts qui se créent parfois comme ça, naturellement, sans qu'on leur demande. Ça, ce serait possible sans la galerie? Non, c'est le fait d'être représenté par la même galerie qui permet... Oui, je pense que le fait de se voir comme ça régulièrement, ça les encourage. Tout d'un coup, ils ont une idée, ils partagent, et puis parfois l'idée naît. Parfois, c'est nous qui la présentons, pas toujours. Alors, on a vu la présentation à Paris Design Week donc de la première collection du studio, et puis cette expo avec Formae. Pour la galerie, ça se passe de la même façon. Là, on a sous les yeux l'exemple de Design Miami. Il y a d'autres exemples à suivre. Sont à la fois des expos qui sont par artiste ou entre artistes, et puis tu les emmènes également, j'allais dire, se présenter au monde finalement. Ça se passe de quelle façon? Et qu'est-ce que ça fait justement à ces artistes d'être emmenés comme ça par une galerie? Alors en général, quand on les emmène sur un salon par exemple, là c'est moi qui décide de toutes les pièces qui seront présentées. D'accord. Souvent ce sont des pièces qui ont été exposées à la galerie dans les mois qui ont précédé ou l'année qui a précédé. On essaie d'avoir toujours une pièce représentative des expositions qu'on a eues dans l'année qui précède donc. Et là, pour le coup, ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est vraiment moi qui décide les pièces les unes en fonction des autres parce qu'il faut qu'on ait un résultat à la fin qui soit absolument parfait. Cohérent. Donc parfois, ça déclenche des frustrations parce qu'ils ont tous envie d'être là, ils ont envie d'avoir plus de pièces et on fait au maximum de pour l'ensemble. Mais en général, ils sont quand même très contents. Là, par exemple, la prochaine, ce sera Design Miami Paris qui sera... dans l'hôtel particulier rue de l'Université, qui est vraiment magnifique. Et c'est un moment qui est assez génial parce que c'est dans un lieu incroyable. On est dans un salon au premier étage qui donne sur le jardin. C'est vraiment un lieu merveilleux, donc ils sont toujours très contents d'être présentés là. Oui, on peut imaginer, effectivement. Dans ce travail qui est le vôtre, à toutes les trois, il y a effectivement aussi cette notion d'accompagnement, de
guider les artistes, les designers ou les artisans. Je reste avec toi, Laurence, sur une, je vais dire quoi, activité plus spécifique qui est le travail avec les jeunes talents. Donc ça, vous l'avez appelé Young Scène Ouverte. Oui, Young Scène Ouverte. En fait, Quelques depuis mots sur l'ouverture de la galerie, moi, ma volonté, c'était de défendre des jeunes designers, créateurs. Et parce que comme dans l'art contemporain, c'est assez difficile de sortir des jeunes et de s'occuper des jeunes, je trouvais que c'était bien dans le design d'essayer de le faire moi, en tout cas, c'est vraiment ce dont j'avais envie. Et puis, la galerie a vieilli, les créateurs aussi, certains ont des super cotes aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que c'était logique d'incorporer une nouvelle catégorie dans la galerie, c'est le même lieu, qui s'appelle Young Scène Ouverte, et où ce sont soit des très jeunes créateurs qui sortent de l'école, soit des gens qui ont pu aussi changer d'univers et qui font donc cette nouvelle activité depuis moins de 5 ou 6 ans à peu près. Ça nous permet de les accompagner, de les aider à trouver les voies, de dépasser leurs limites, etc. D'accord. J'ai un peu l'impression que c'est ce que vous disiez toutes les deux tout à l'heure aussi sur l'accompagnement avec les collègues. Il y a deux niveaux. Il y a je ne sais pas si on peut dire accompagnement, mais le fait d'être partenaire et en tout cas travailler main dans la main avec les ateliers d'artisans. Il y a une partie où... en tout cas, on a aussi, je sais que les ateliers sont contents, les artisans sont contents d'avoir un regard extérieur, sont ravis de pouvoir travailler sur d'autres types de projets. Donc ces dynamiques collectives permettent de tirer un peu tout le monde vers le haut. Et puis avec le projet des résidents, je vais te laisser peut-être poursuivre, mais on a vraiment cette volonté avec Jenna de soutenir et d'embarquer des jeunes designers. Peut-être tu peux introduire. Oui, peut-être juste avant de parler du format de résidence, un format de collaboration qu'on a expérimenté il y a quelques mois. C'était à l'occasion de l'exposition en partenariat avec Formae. On a travaillé avec Paul Emilieu, fondateur donc, de l'agence Emilieu Studio, qui est une agence d'architecture d'intérieur qui est centrée sur les problématiques d'économie circulaire. Et Paul est arrivé avec un projet déjà en tête. Il souhaitait travailler avec un marbrier du bassin parisien qui venait de terminer une partie de la rénovation de Notre-Dame. Et ce marbrier se retrouvait avec énormément d'échantillons de marbre. Il ne savait pas quoi en faire et donc c'était normalement destiné plutôt à la benne. L'agence de Paul est arrivée et a proposé en fait de réutiliser, donc de partir de ce gisement de marbre et de concevoir comme ça une collection de mobilier qui serait modulaire, uniquement fait à partir de réemploi. Ce qui leur manquait, c'était les étagères, parce qu'ils avaient vraiment en tête plutôt une idée de bibliothèque. Ils n'avaient pas trouvé de partenaire ébéniste et donc on a commencé à nouer un dialogue avec l'agence pour proposer du coup de faire intervenir, de faire travailler sur ce projet l'ébéniste de la Drôme avec lequel on travaille, qui lui, pour rester fidèle aussi dans la démarche du projet, a proposé tout un stock de vieux chênes et les a donc traités par un traitement de bois brûlé. Donc on n'a pas d'image ici, mais je vous invite à aller regarder. C'est donc la collection KR. Qui a été faite uniquement à partir de réemploi. Et pour les finitions, pour finaliser complètement le projet, on a invité également l'artiste sculptrice Audrey Guimard, qui fait partie donc des premières artistes en résidence du studio, à intervenir et comme ça à graver, sculpter chaque échantillon de marbre pour l'unicité aussi des produits. Donc on arrive par ce biais-là de la collaboration, et donc ça rentre aussi dans le thème de l'accompagnement, de comment est-ce qu'on peut guider aussi les créateurs à mettre en lumière, je trouve, le rôle du design contemporain aujourd'hui. Et finalement, ça se fait à travers le lien. Et on parle beaucoup d'innovation. C'est presque un mot qui est devenu un peu galvaudé, des projets innovants, des projets novateurs. Et finalement, avec le studio, ce qui est intéressant, c'est que cette innovation, elle se situe plutôt sur le plan relationnel. C'est par la création de liens, par ce langage commun qui se noue, qu'il y a un décloisonnement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un décloisonnement des pratiques, on déconstruit les hiérarchies, on sort un peu du côté très conceptuel aussi du design pour une application bien plus concrète des objets, de la matière, des ressources qu'on va utiliser. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir un projet qui est hors des grands centres, hors des grands pôles. On est sur des territoires, on est dans un contexte rural, dans la Drôme.
Et c'est vraiment, ça vient nourrir aussi les designers qu'on invite. Et on a aussi du coup une application qui peut être très concrète. On a une échelle de temps qui est lisible sur nos projets. Et voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de sens de revenir vraiment sur le territoire. Et une dernière chose sur la spécificité quand même de la Drôme. L'histoire de la Drôme, c'est vraiment une histoire qui est ancrée dans une tradition de potier. Longtemps, en fait, économiquement, la Drôme a fonctionné grâce à ses manufactures de poterie, de faïence, de terre vernissée. Et il faut savoir que c'est un bassin économique qui est assez dynamique. Et dès les années 70, ça fait partie d'une des premières régions de France où les initiatives locales, pas uniquement artistiques et créatives, mais l'ensemble des initiatives commencent à se réunir pour créer des synergies et essayer de préserver les ressources de la Drôme et de servir du coup une économie qui serait durable et locale. Et donc le projet du studio s'intègre vraiment dans cette histoire de la Drôme. C'est assez important de le rappeler parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à créer et à asseoir l'identité du studio, parce qu'il y a déjà cette histoire qui est très prégnante dans le territoire. Okay. Donc, je reviens sur le mot décloisonnement qui me plaît bien, et je reviens à toi, Laurence, sur la peut-être nécessité parfois, dans le rôle qui est le tien, de justement décloisonner un peu les esprits des artistes avec lesquels tu travailles et tu le disais tout à l'heure, de les pousser un peu plus loin. Est-ce que c'est le cas? J'imagine que ça puisse être le cas sur Young Scène Ouverte, notamment, mais pas que. Mais en tout cas, voilà, c'est ton rôle, ta mission de les emmener, d'emmener les artistes plus loin que ce qu'ils imaginent ou ce qu'elles imaginent pouvoir faire. Ouais, en tout cas, c'est ce qui me passionne et ce qui m'anime. Là, sur les images, je voyais, il y a Clémence Mars, notamment, qui est en Young Scène Ouverte, qui est arrivée avec un projet comme ça, mais en résine au départ. Et j'ai tout de suite pensé que en résine, c'était très beau, mais j'ai pensé que pour la noblesse de la matière, ce serait bien qu'elle travaille le verre. Et elle a commencé à travailler le verre en pâte coulée, donc elle va chercher elle-même toutes les couleurs qu'elle veut, elle les fond, elle a tout fait le travail elle-même. Et on est arrivé à des résultats absolument incroyables. Et elle rencontre un succès phénoménal. Et c'était assez mignon parce que quand elle a eu énormément de commandes suite à la première exposition de ces pièces-là, et elle a du mal même à suivre tellement il y a de commandes. Tout est fait elle-même, donc ça prend des heures et des heures et des semaines. Et elle nous a dit: ah, mais c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça, non. Ça, c'est très, très satisfaisant pour nous. C'est vraiment c'est merveilleux de voir que quand ça marche comme ça, qu'on a pu apporter cette petite évolution. C'est fabuleux. J'imagine que pour toutes les trois, d'ailleurs, vous devez être... j'imagine la joie que vous pouvez contacter quand, effectivement, les artistes que vous représentez, poussez, décollent et rencontrent le succès. Il y a quelque chose qu'on avait, quand on a discuté un peu du sujet, autour du storytelling, je crois qu'il était un peu, vous me disiez, je ne sais plus laquelle des trois me disait que c'était parfois plus compliqué peut-être pour certaines d'arriver justement à raconter l'histoire et je sais pas. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était la difficulté parfois pour les créatrices de se mettre en récit, de raconter aussi, et que du coup le rôle de la galerie, Laurence, et je pense le rôle du studio, c'est aussi de pouvoir les accompagner à mettre en mots, à poser des mots sur leur démarche. C'est assez complexe. Parfois de parler de leur travail. C'est vrai que je pense aussi, c'est pour ça que j'aime parfois rappeler que l'artisan est tout aussi un artiste, parfois un designer, que il n'y a pas de case comme ça prédéfinie. Et quand on a pu exposer l'année dernière à la Paris Design Week, quasiment toute l'équipe est venue, était très touchée. Pour certaines, ça semblait être impossible d'exposer une de leurs pièces dans ce cadre, ou à Formaé, je pense à ça. Et du coup, souvent, ils ont beaucoup de mal à parler de leur travail, de s'exprimer, de parler de leur parcours, de parler de leur pratique. Je pense que ça aide de nous entendre. Nous, on a un pas de recul, on a un regard un peu plus différent, on a moins d'affect, même si on est très attaché à toutes ces pièces. Mais je pense que ça a une manière de les valoriser et de les faire grandir aussi
elles-mêmes dans leur pratique et de prendre confiance en elles aussi. Ouais. Laurence, c'est aussi le cas parmi les artistes avec lesquels tu travailles? Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on voit une différence et les femmes ont plus de mal à avoir. Elles sont vraiment dans l'action, elles sont beaucoup moins dans le storytelling. Et moi, je le vois à titre personnel, le storytelling du côté sculpture, il est beaucoup plus compliqué du côté galeriste. Ouais. Je reviens à vous et à la suite de cette première collection. Là, on voit l'évolution. C'est ça. C'est pas la deuxième collection, hein, c'est une suite. C'est la suite. En fait, on a tellement aimé travailler ce collectif que certains des binômes ont souhaité poursuivre le travail et proposer des nouvelles pièces qu'on a pu exposer avec Jenna à la galerie Formae en janvier dernier. Et voilà. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à partir de ces pièces de développer d'autres types de projets. Donc, le studio poursuit des nouvelles créations, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour des architectes d'intérieur, des designers, ou parce qu'on a des demandes suite à ces créations-là. Et puis, on a surtout l'envie très forte avec Jenna de développer un pôle vraiment axé sur les résidences artistique pour continuer à poursuivre cette belle aventure. Et donc, il y a un premier projet, et d'ailleurs, elle est là-bas. Oui, c'est un projet du coup qui est porté avec Victoire de Brandt, qui est donc là et qui est diplômée de la Design Academy de Eindhoven. Alors juste une aparté aussi quand même sur la partie pédagogique, la formation dans les écoles de design. On parlait de décloisonnement. Ouais. En France, on a encore tendance à former les designers vraiment sur le plan conceptuel, mais pas tant de la pratique, de la technique et de la matière. La Design Academy de Eindhoven a quand même la particularité de former ces designers, donc la prochaine génération des designers, à partir des techniques artisanales. Donc ils rentrent vraiment en contact avec la matière, avec le travail de la main. Et Victoire a développé vraiment son studio, donc l'atelier VSB, fidèle à cette démarche-là, à sa formation-là, où elle vient travailler à chaque fois à partir d'un territoire spécifique. Et donc là, on lui a proposer la possibilité de donner suite à un projet assez incroyable qu'elle avait mené en Inde, dans le sud de l'Inde, à Chennai, dans le cadre de la Villa Swagatam, qui est un programme porté par l'Institut français de Delhi. Et pendant 2 mois, Victoire a eu la chance du coup de travailler avec les brodeurs des ateliers Vastrakala, qui sont les ateliers de lessage intérieur, donc de Chanel. Et ce projet-là, ces recherches-là ont donné naissance à ce qu'elle a appelé les vitraux brodés, qui combinent tout un travail de broderie, de perles de verre soufflé, d'utilisation de parchemin comme un alphabet presque abstrait qu'on voit ici. C'est un projet qui avait été présenté à la Villa Noailles l'année dernière. Et au 19e, non? Comment? Et au 19e. Et au 19e, mais qui n'était pas tout à fait le même projet. Il y a eu 2 projets développés par Victoire à la Villa Swagatam. Nous, on parle vraiment de celui-ci qui était présent du coup à la Villa Noailles. Les 2 étaient merveilleux, petit aparté, mais à 19e, c'était magnifique. Et donc c'est là où le rôle et les enjeux de la résidence aussi sont mis en lumière, c'est de pouvoir aider à structurer, accompagner et donner suite aussi à des projets, des cadres de recherche dans le cadre de résidence, notamment par l'Institut français. C'est un exemple parmi d'autres, mais accompagner la partie post-résidence. Lorsqu'un designer, un artiste, etc., a la possibilité de développer un projet pendant 2 mois, qu'est-ce qu'il fait ensuite lorsqu'il a terminé cette résidence? La résidence du coup qu'on est en train de développer, qui est encore en structuration sous un format associatif, a vraiment pour idée de transposer les recherches qui ont été développées en Inde dans le contexte de la Drôme provençale avec les artisans et les artisanes de la Drôme. Ça, c'est prometteur comme projet. On voit là aussi également un autre projet rapidement que pour vous avez porté. l'architecte Aurélien Duny, qui nous a contacté pour un de ses projets à Paris sur une création sur mesure. Il nous a demandé de concevoir une table et un banc en bois brûlé. Ouais. Donc on a fait intervenir. C'est aussi ça, une manière d'accompagner aussi les professionnels dans la réalisation de leur projet en créant des pièces sur mesure. Donc on trouve ensuite les ateliers, on accompagne, on coordonne la prod pour répondre à ce type de demande. D'accord. On s'approche de la fin, malheureusement. Finalement. Ouais, finalement. Donc on entend
une possible deuxième résidence du côté du studio Momo, c'est ça? Non. Laurence, on rappelle, construction modulaire, une syntaxe jusqu'au 31 octobre, si je ne fais pas erreur. Là, ça vient d'ouvrir, hein, ça a ouvert pour, il y a 3 jours. Pour la Design Week, à la galerie scène ouverte. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner l'adresse. 13 rue Bonaparte. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce joli temps partagé avec vous.